Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau numéro du podcast de The Free Agent. Et aujourd'hui un numéro un petit peu spécial, un numéro hors série. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos meilleurs agents. Je commence par toi, Damien. Salut Mickaël, salut à tous. Et Lucas qui est avec nous. Salut Mickaël, salut Damien. Donc messieurs, aujourd'hui un podcast un peu non conventionnel justement, puisqu'on va aborder les awards, mais les awards non conventionnels, justement, par rapport à la dernière fois où on avait récompensé le MVP, le meilleur rookie. Là, aujourd'hui, on va partir dans une autre direction, puisque on va regarder un petit peu des choses qui nous ont alertés sur la saison de NFL. Et on va commencer par la déception, l'équipe, le joueur, le coach qui vous a le plus déçu cette année. Messieurs, ceux dont vous attendiez beaucoup. Et je vais commencer par toi, Lucas. Quelle est ta déception de la saison ? Ma déception, moi, ça serait les Minnesota Vikings. Parce que voilà, ils avaient un effectif à peu près similaire à celui de l'an passé, où ils avaient même battu les Saints en playoff. Donc c'était un effectif avec plein de potentiel. Il y avait eu la perte de Stephon Diggs, qui a rapidement été comblée par Justin Jefferson. Donc, il n'y a pas eu vraiment de grosses pertes qualitatives sur cet effectif. Une défense qui avait toujours ses gros noms. C'est vraiment surprenant de les voir chuter comme ça et de les voir terminer avec un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Est-ce que c'est le départ de Kevin Stefanski, leur ancien coordinateur défensif, qui n'a pas su être comblé et qui leur a fait défaut, je sais pas, mais c'était surtout cette défense moi qui m'a vraiment vraiment chagriné, parce que c'était méconnaissable comparé à la défense qu'on leur connaissait les années précédentes, sans pour autant avoir perdu de gros noms. Il y a toujours Harrison Smith, il y a toujours Anthony Barr, il y avait Yannick Ngakoue qui est arrivé pendant la saison. Ils avaient du potentiel, ils l'ont pas exploité. Donc ouais, moi je suis un peu déçu des Vikings. Damien, tu voulais réagir ? Oui, je suis assez d'accord avec Lucas. Et je trouve ça vraiment inquiétant pour la suite parce que, en plus, Kirk Cousins ne fait pas une saison non plus catastrophique. Il est passé un petit peu à côté à des moments, mais en termes de stats, c'est très très solide encore. Bon, c'est vrai que le quarterback, des fois, on se demande. Il fait partie d'un système bien huilé, il y arrive parfois, mais des fois, il tire un petit peu une balle dans le pied aux Vikings. Cette année, c'était moyennement le cas et ça m'inquiète un petit peu pour la suite parce que je me demande comment les Vikings vont réussir à rebondir et à repartir sur des bons rails. Oui, surtout qu'on a quand même eu des bonnes surprises du côté des Vikings, parce que Jefferson a quand même fait une très bonne saison rookie. Et on a aussi Dalvin Cook qui a été très bon, limite qui a sauvé l'équipe aussi par moment. Maintenant, c'est vrai que la défense a vraiment été prise dans bon nombre de matchs. Et comme disait Lucas, je pense que le départ de Stefanski a vraiment eu un impact. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, c'est ça, je voulais rajouter. En plus, ils avaient parmi leurs rangs un David Cook qui était pendant très longtemps parmi les favoris pour le joueur offensif de l'année. Donc sur ce plan-là, en attaque, ça a dû rouler, ça a roulé. En défense, surtout que le head coach, c'est Zimmer, donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour ses prouesses défensives. C'est censé être un génie défensif. Là, de voir cette escouade sombrer, ça m'a surpris. Ouais, après, bizarrement, c'est une équipe où j'ai l'impression qu'avec pas grand-chose, quelques ajustements, ça peut refonctionner dès l'année prochaine, parce que les joueurs sont là, donc je pense qu'il y a le potentiel. De ton côté, Damien, quelle était ta déception de la saison ? Alors ma grosse déception, et on va dire j'en ai deux, mais ma grosse déception, et elles vont être liées, ce sont les Texans de Houston. C'est une équipe qui, en un an, comme on en parlait dans le podcast pour le Divisional Round, s'est complètement écrasée. Le départ de DeAndre Hopkins n'a aucun sens. On a l'impression que la saison a été gâchée. Et pourtant, dans cette saison,
Deshaun Watson termine premier au nombre de yards à la passe avec 4823. Il lance 33 touchdowns, 7 petites interceptions. Voilà, pour moi, il y a une amertume terrible au final dans cette saison. Et puis bon, maintenant, on arrive dans une phase où, bon, logiquement, Deshaun Watson veut partir et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a mieux à faire que rester dans une équipe qui ne va nulle part en fait. Mais je trouve que c'est assez effrayant à quel point en un an, les choix de Bill O'Brien et puis ont détruit la franchise. Et je suis très inquiet pour eux. Je vois vraiment pas comment ils vont pouvoir se relever de ça. Bon, c'est sûr que la trade de Deshaun Watson, si elle arrive, va apporter des bons choix de draft. Certainement le choix de draft d'une équipe qui peut avoir un quarterback. Mais c'est vraiment effrayant la vitesse avec laquelle ça s'est écrasé. Je pense qu'en plus, ils étaient arrivés à une phase où ils avaient quand même une équipe qui était solide. Le départ d'Hopkins, c'est quand même le gros point d'interrogation cette année. Pourquoi l'avoir fait partir? Bon, on a vu qu'il y avait quand même des problèmes avec le coach. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment Houston peut faire, sachant que d'un côté, il faut se reconstruire, mais de l'autre, il y a des joueurs expérimentés comme J.J. Watt qui, eux, veulent gagner tout de suite. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce point-là, mais moi, ça me paraît un point quand même compliqué à gérer pour eux. Lucas, t'en penses quoi? Ouais, c'est effrayant. C'est effrayant parce que même là, il y avait le bal un peu des entraîneurs qui venaient dans chaque équipe, mais personne ne veut atterrir à Houston, personne ne veut aller là-bas. J'ai vu des rumeurs comme quoi c'était un quarterback vétéran qui est passé par toutes les équipes. C'était Colt McCoy, je crois, qui est parmi les favoris pour le poste de head coach. C'est surprenant. Ça fait même peur parce que si personne ne veut aller, c'est que la situation est vraiment compliquée. D'autant qu'il faut aussi savoir qu'ils avaient normalement le choix numéro 3 de cette draft, qu'ils ont laissé filer à Miami avec le trade avec Larry Tunsil, leur left tackle. Ouais, c'est compliqué. Financièrement, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup de cap. Ils n'ont pas énormément de choix de draft. Ils n'ont pas de coach qui veut venir là. Comment sortir la tête de l'eau? Moi, je ne sais pas du tout là. Oui, je pense que ce sera compliqué. Damien, tu voulais réagir? Oui, enfin, je veux dire, je comprends les coachs qui veulent pas y aller. Je veux dire, c'est une catastrophe. Quand on voit une franchise qui se laisse s'auto-détruire comme ça à la vitesse de la lumière, moi non plus, j'aurais pas envie de rentrer là-dedans avec une situation explosive, avec un des meilleurs quarterbacks de la ligue, qui est voilà. Et bon, c'est sûr, et s'il est échangé, ça va être contre des choix de draft. Et comme tu dis, il va y avoir cette espèce de dichotomie entre je veux gagner rapidement parce que j'ai un effectif qui est vieillissant à certains endroits, et puis un jeune quarterback qui va pas pouvoir te faire gagner rapidement, peu importe à quel point il sera talentueux. Non, c'est terrible. Et du coup, j'en profite pour faire le lien avec mon deuxième flop, parce que c'est les Cardinals. J'ai vraiment déçu, du coup, pour eux, pour le coup, qui ont récupéré un excellent receveur et qui n'ont pas réussi à aller en playoff, malgré une saison plutôt bonne de Kyler Murray, qui est quand même gâché en fin de saison par les blessures. La défense a été vraiment pas été au rendez-vous. Je trouve ça vraiment décevant. Et je crois vraiment que c'est une équipe qui aurait dû être en playoff et qui est passée à côté dans des matchs où ils ont pris beaucoup trop de points, 38 contre les Rams, 34 contre les Dolphins, 36 contre les Panthers. C'est dur et c'est gâché, j'ai l'impression, parce qu'il y avait vraiment il y avait du feu devant, et avec un petit peu de calme en défense, il y aurait vraiment eu la place de faire mieux. Oui, je suis assez d'accord. Et l'avenue d'Hopkins pour un quarterback comme Murray, c'était quand même plutôt un très bon signe. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi de l'autre côté du terrain en défense à stabiliser tout ça. Lucas, tu en penses quoi, toi, des Cardinals? Ouais, pareil, j'ai été déçu. Il y avait un gros engouement durant l'intersaison avec cette venue de Hopkins. Et puis là, ils sont à 8-8, donc c'est surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, ça aurait pu être bien pire, en fait, parce qu'il y a eu un touchdown miraculeux face aux Bills. Il y a une interception pardon, du rookie Isaiah Simmons face au Seattle Seahawks un peu plus tôt dans la saison. Que s'il ne fait pas cette interception, je pense que derrière, ça finit par perdre. Et du coup, ça aurait été bien plus grave. Ça aurait pu même finir à 6-10. Hein, ils ont été très séduisants en attaque sur le début de saison.
mais j'ai encore ce doute sur le coach qui ne change pas sa façon de faire selon la physionomie du match, pardon. Donc on sait que les coachs comme ça, très agressifs, c'est à double tranchant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Sur la fin de saison, ça s'est un peu cassé la figure et c'est peut-être sur ça aussi qui s'auto-détruit sur la saison parce que les ressources, il les avait. Je pense pas qu'il soit bien moins armé offensivement qu'une équipe comme les Rams, par exemple. Mais il y a eu quelques moments où ça a pas, la mayonnaise n'a pas pris et il se retrouve à 8-8, un peu miraculeusement, hein, comme je le disais. Donc, ouais, c'est surprenant. Alors après, tu comparais leur attaque avec celle des Rams. Pour le coup, mon lapsus est révélateur. Par contre, ils n'ont pas la même défense. Les Rams ont une défense qui a été ultra solide. Damien, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, bah c'est ça la défense, mais surtout la défense des Rams qui les a portés, mais pour les Cardinals, je veux dire, on arrive, j'ai l'impression, à un modèle, cette espèce d'attaque, espèce de jeu ultra offensif de Cliff Kingsbury. Bon, bah, c'est pas le Big 12, hein, je veux dire, là, ça s'est cassé la gueule complètement, ça va droit au mur, donc il va falloir qu'ils se remettent en question, je pense, à ce niveau-là, parce qu'avec autant de bons joueurs, c'est pas possible. Il faut qu'ils arrêtent de gâcher du talent comme ça et ils doivent aller en playoff. C'est obligé. Ils ont tellement de bons joueurs, tellement une bonne attaque et ils ont quand même drafté Isaiah Simons en défense qui est monté en puissance et qui va monter en puissance parce que c'est un joueur incroyable, vraiment d'une polyvalence terrible. Il jouait à quasiment tous les postes de la défense. Voilà. Donc il va falloir vraiment se remettre en question parce que sinon c'est le mur là. Ouais, Lucas. Ouais, comme Damien le disait, ils ont du talent sur l'ensemble de l'équipe. Hein. En défense, il y a un Buda Baker qui fait une excellente saison, qui a décroché son contrat. C'est le meilleur safety, le safety le mieux payé de la ligue. Ils ont un Patrick Peterson qui, malgré son âge avancé, continue de faire de bonnes choses. Malheureusement, il y avait la blessure, pas mal de blessures sur la ligne défensive, mais je vois un Hassan Reddick qui fait une super saison. Isaiah Simmons qui monte en puissance, mais cette adaptation avec la NFL a été un peu compliquée, mais je vois pas qu'est-ce qui empêcherait sa progression pour l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, ça va être très important de faire une bonne saison pour Kingsbury parce que on attend beaucoup plus de cette équipe et il n'a jamais su répondre vraiment présent. Donc, ça va être intéressant de voir aussi pour l'année prochaine. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi souligner que la NFC West est quand même très relevée avec les Rams, les Seahawks et les 49ers, même si les 49ers avaient été diminués cette année. Je pense que ce sera pas simple l'année prochaine pour les Cardinals. Ok, on enchaîne. Alors moi, du coup, je vous partage ma déception parce que c'était les Patriots cette année. J'ai été vraiment déçu et un peu triste aussi de voir la saison qu'ils ont accomplie. Un peu déçu pour Cam Newton aussi parce qu'il n'a pas eu une saison facile. Pas du tout la saison qu'on espérait aux côtés de Bill Belichick. Donc c'est vrai que les Patriots, je m'attendais à un peu mieux. Ils ont vraiment pas eu une saison simple et je pense que l'année prochaine sera pas simple non plus. Tout va dépendre du quarterback qu'ils arrivent à mettre en place, mais ça me paraît compliqué pour quelques années pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez. Damien? Oui, j'ai l'impression que Cam Newton a beaucoup souffert du coronavirus. Avant ça, il faisait une saison plutôt correcte, même plutôt pas mal, c'est vrai qu'un modèle qu'on commençait à connaître, des courses, beaucoup de courses, ça épuisait beaucoup les défenses, mais ça marchait, notamment dans les 20 derniers yards. Et après, il y a une disparition totale. Il est où Cam Newton? Il est plus là, malheureusement, et je me demande si, il a été absent quand même assez longtemps, ça a dû probablement beaucoup jouer sur lui, sur sa forme. Je suis pas convaincu que ce soit non plus le quarterback qui correspond au système de Belichick, mais il avait réussi à le faire fonctionner plus ou moins. Je suis inquiet aussi pour les Patriots, parce que autant l'an dernier et les années précédentes, la défense les a portés, autant cette année, c'était pas vraiment ça quand même. Hein. La défense n'était pas trop au rendez-vous, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans des situations compliquées au niveau de leur contrat, au niveau de leur âge, et ça va être difficile. Il va falloir que certains jeunes, comme Chase Winovich notamment, passent un cap et deviennent des patrons dans cette défense. Mais c'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant. Ils ont le 15e choix de la draft. C'est pas non plus énorme. Je sais pas si ça va suffire pour drafter un quarterback. On verra, ou du moins un quarterback de gros calibre.
Ouais, non, je suis vraiment pas rassuré pour eux. Oui, je suis un peu de ton avis et on sent vraiment la fin d'une ère du côté de New England. Messieurs, on va enchaîner sur un autre award. La surprise pour vous cette année, quelle a été la franchise ou le joueur qui vous a surpris cette année? Je commence par toi, Damien. Qu'est-ce qui t'a surpris sur cette saison de NFL? Alors, plusieurs choses. Déjà, la franchise qui m'a le plus surpris, c'est Washington. Incroyable. Alors, j'aurais dû, nous aurions dû nous en douter. Chase Young. Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle quand je préparais la preview, c'est un joueur que j'adore, que j'ai énormément suivi à l'université. Je rate pas un match des Buckeyes d'Ohio State, comme d'autres universités. C'est pas la seule que je rate pas, mais notamment celle-là. Et je l'ai vu, je l'ai suivi. J'étais sûr qu'il allait avoir un impact vraiment énorme, surtout quand je voyais l'impact qu'avait eu Nick Bosa sur les 49ers. Et je trouve Chase Young encore meilleur que Nick Bosa. Donc je me suis dit, oula, waouh. Mais il y a eu beaucoup de choses pour eux quand même. Hein. Il y a eu le cancer de Ron Rivera et surtout, il y a eu l'échec de Dwayne Haskins. Ça, c'est vraiment, je trouve, pour moi, c'est pour ça que c'est une surprise. Si Dwayne Haskins avait tenu son rôle à peu près correctement, j'aurais pas été si surpris que ça parce que quand même, bon, Chase Young et puis bon, Ron Rivera, voilà, il y avait ce qu'il faut pour repartir. Mais on arrive avec une situation autour du quarterback qui est catastrophique. Et malgré ça, ils arrivent à faire revenir presque de l'oubli, près des années, Alex Smith. Quelle joie de le revoir, quel plaisir de revoir Alex Smith sur les terrains de nouveau. Mais on s'y attendait pas. Et puis à quel niveau? 2 ans d'absence, toutes ces opérations, une jambe presque amputée, et puis non, il est toujours là, il est capable de stabiliser une attaque. Bon, certes, c'est plus le quarterback mobile qu'il était, mais quand même, c'est plus que solide. Alors je suis vraiment, vraiment très surpris et très impressionné par cette équipe de Washington. Oui. Non, j'allais dire, effectivement, Alex Smith, ça a été quand même un retour assez incroyable après tout ce qu'il a vécu. Et je pense que le point vraiment, c'est la force mentale qu'il a eue pour revenir à ce niveau de jeu. Lucas, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je reviens sur la saison de Washington. J'ai l'impression que cette saison de Washington, elle est passée par absolument toutes les phases. On commence très fort avec une victoire face aux Eagles un peu inattendue en week 1. Ensuite, il y a la traversée du désert avec, il me semble, 5 ou 6 matchs, 5 ou 6 défaites d'affilée. Et plus petit à petit, il y a eu des victoires par-ci par-là. Et sur la fin de saison, quand ça comptait vraiment, quand c'était la dernière ligne droite dans cette NFC East, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Et ouais, il y a eu ça, il y a eu la séparation complète de Dwayne Haskins. Il y a eu la période où Chase Young s'est vraiment révélé comme une énorme menace. Et il y a eu énormément de péripéties dans cette équipe. Mais au final, ils arrivent là en playoff et ils font un super match face aux Buccaneers. Donc moi, j'ai été vraiment surpris. Ouais, je suis d'accord avec Damien. Et du coup, j'ai une question là-dessus. Jusqu'où vous pensez que cette équipe peut aller? Comment vous voyez leur saison 2021? Damien? Oui, bah, ça dépendra vraiment de plusieurs choses. Déjà, d'une part, s'ils arrivent à garder leurs joueurs en défense. Bon, pour Chase Young, il n'y aura pas de problème, mais j'ai vu que Kerrigan, par exemple, c'était une situation un petit peu tendue. Il veut plus être un second couteau, il veut être reconnu à sa juste valeur, notamment avec un bon contrat. Il va falloir garder ces bons joueurs en défense. Et il va falloir trouver un quarterback, parce que c'est nécessaire. Alex Smith, son histoire est magnifique, mais il va pas, je crois pas qu'il sera en mesure, et puis bon, je vois pas en quoi c'est une bonne chose pour lui de se retaper encore une saison entière. Ça a aucun sens pour lui, aucun sens pour sa santé, même aucun sens pour sa carrière. Et son exploit, il l'a fait, là, il a plus rien à prouver à personne. Par contre, il a encore beaucoup à apprendre, il a beaucoup à donner à un jeune quarterback. Ils auront un choix de draft qui va, je pense, leur permettre de sélectionner un quarterback. Maintenant, il va falloir savoir qui ils vont sélectionner. Il y aura aussi des quarterbacks sur le marché. Ça va être vraiment intéressant. Là, c'est une équipe, en réalité, on a l'impression qu'il manque juste un quarterback. Et peut-être un deuxième bon receveur, parce que Terry McLaurin est très bon, mais j'aimerais bien avoir un deuxième gros receveur dans cette équipe. Mais surtout, il manque un quarterback. Voilà. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont le trouver, mais il y a des options qui s'offrent à eux. Lucas? Ouais, pour moi, à l'intersaison, j'irai en priorité sur un très gros lineman parce qu'il y a eu la perte
de pas mal de monde qui commence à vieillir. Prendre un lineman au premier tour, ça serait pas stupide. Et pourquoi pas avec ce qui reste. Après, je pense au deuxième et troisième choix. J'ai pas leur choix sous les yeux, mais je pense qu'un quarterback va descendre jusque-là. Le récupérer, le mettre derrière Alex Smith, qui semble être le profil parfait pour faire la transition entre un jeune quarterback. Moi, je partirais là-dessus. Je partirais sur un quarterback un peu plus loin dans la draft, un lineman dominant offensivement, parce que mine de rien, tous les quarterbacks qui étaient derrière le centre à Washington ont pris de sacrés coups. Hein. Donc, il faut protéger le quarterback, surtout si derrière on fait venir un jeune joueur. Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'Alex Smith, il peut encore faire cette saison de transition un peu des profils comme Tyrod Taylor, qui l'a fait aux Chargers, ou des joueurs comme ça qui n'ont pas vraiment le calibre pour être un quarterback, un franchise quarterback, mais qui, pour faire une transition, sont très bons. Je pense que Smith prendra ce rôle à cœur et il n'y aura pas de souci là-dessus. Eh bien, messieurs, on verra si Washington vous suit lors de la draft dans quelques semaines. On va passer maintenant à... Là, non, pardon, excuse-moi Lucas, tu avais, toi, ta surprise aussi que tu n'as pas évoquée. Ouais, moi j'ai deux, trois petites surprises. Je pense un peu comme tout le monde, j'ai le running back des Jaguars qui m'a bluffé. Il m'a bluffé. Un rookie non drafté. James Robinson. C'est ça, James Robinson, non drafté, qui se fait cette place dans le roster. On sait qu'un rookie non drafté, en général, il va finir en special team ou tout dernier place dans le depth chart des running backs. Mais là, il a fait sa place. Il a fait une excellente saison. Moi, j'ai adoré. Et le voir jouer, en plus, c'est vachement intéressant parce qu'il a le profil idéal pour un running back. Donc, il est petit, il fait un peu plus d'1m75, une centaine de kilos. Donc, c'est vraiment une masse musculaire impressionnante et il est ultra rapide, ultra vif. Il a tout ce qu'il faut pour faire quelques belles années du côté de Jacksonville. Il casse des plaquages. Il a un axe d'amélioration sur le jeu à la réception. On l'a vu, il a 3 touchdowns à la réception, mais c'est encore un axe d'amélioration. Donc, s'il arrive à ajouter cette corde à son arc, ça peut être vraiment intéressant. Et ouais, et surtout, c'est que c'est rare en fait de voir quelqu'un de non drafté avoir un tel impact sur l'équipe dans laquelle il rejoint. Et moi, j'ai été vraiment surpris par lui. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup des running backs non draftés qui ont autant impacté une équipe. Il y a eu Philippe Lindsay, je crois, et c'est ça ce que j'allais dire. C'était le premier qui me vient, mais j'en ai pas d'autres comme ça. Mm-hmm. T'avais d'autres surprises? Ouais, moi c'est les Browns qui m'ont surpris et indirectement le coach Kevin Stefanski. Donc c'est un rookie head coach, c'est sa première année en tant qu'head coach et il prend une équipe qui avait un potentiel mais qui ne l'exploitait pas et sans beaucoup de changements dans l'effectif, les a fait passer un cap et les a amenés en playoff et a fait un très beau run en playoff. Donc moi j'ai été surpris parce que il a amené sa philosophie avec beaucoup de courses du côté de Minnesota. C'était ce qu'il faisait déjà avec Dalvin Cook. Mais ouais, moi j'ai vraiment aimé voir les Browns évoluer cette année et je pense qu'il a tous ses chances pour le trophée de coach de l'année encore avec le coach des Dolphins aussi. Ça va être à suivre de très près. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il a su amener une identité et il a mis d'accord tout le monde en fait et tout le monde avançait dans le même sens et c'était vraiment intéressant de le voir évoluer. Ouais, on a senti qu'il avait créé vraiment une âme dans cette équipe. Ça s'est surtout senti, je trouve, en play-off quand les Browns se sont qualifiés. Après 18 ans de mémoire sans avoir vu les play-offs, donc c'est quand même assez exceptionnel. Damien, tu voulais réagir? Oui, quelques petites statistiques pour corroborer ce que vient de dire Lucas et ce que vous venez de dire. Avant Stefanski, donc les Browns, c'était 6 victoires, 10 défaites la saison dernière. Cette année, c'est 11 victoires, 5 défaites. Et surtout, Baker Mayfield. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous a fait avec ce Baker Mayfield? Il l'a transformé en le joueur qu'il doit être, en fait. Cette espèce de talent générationnel qu'on attendait, ce joueur exceptionnel qui arrive de l'université, qui fait une très bonne saison de rookie, et puis qui bloque. Donc sa saison l'an dernier, c'est 22 touchdowns, 21 interceptions. Et cette année, tenez-vous bien, 26 touchdowns et 8 petites interceptions.
c'est fort. C'est vraiment très fort, je trouve. Et c'est vrai que ça va très bien avec son plan de jeu basé sur la course, qui repose pas exclusivement sur la passe de Baker Mayfield, cette espèce de jeu en play action qui lui convient parfaitement. Et il était vraiment comme un poisson dans l'eau, là, Baker Mayfield, cette saison, et ça promet vraiment pour la suite. Et est-ce que vous croyez pas que la blessure d'Odell Beckham a pas non plus aidé un peu Baker Mayfield à changer un petit peu son jeu et là où il porte son regard? Je pense, de par son aura et de par son nom et de par ce qu'il a fait les années précédentes, je pense qu'il mettait une vraie pression à Baker Mayfield pour qu'il soit performant, pour qu'il le serve comme il le voulait. Là, s'il y avait moins ce poids-là, on le sait, hein, Odell Beckham, c'est un caractère un peu particulier qui est très expressif sur la sideline quand ça va pas. Je pense que ça faisait pas non plus très bon ménage dans la tête de Baker Mayfield. Là, qu'il ne soit pas là, ça l'a relâché, enfin, d'un point de vue extérieur, hein, je ne sais pas comment il est dans le vestiaire, mais on avait l'impression que ça l'avait relâché vraiment. Et ça donne peut-être des idées aux dirigeants des Browns, pourquoi pas le chercher un trade pour des Beckham, parce qu'on n'a pas senti vraiment son absence. Donc ouais, pourquoi pas. Damien? Ouais, je suis d'accord. Hein, c'est vraiment, au final, c'est deux très fortes têtes parce que Baker Mayfield aussi, c'est quelqu'un qui a une espèce de personnalité un peu prononcée, disons, pas dans le mauvais sens du terme, mais disons, il a pas peur d'avoir confiance en lui et de le montrer, et a raison. Et donc au final, c'est très bien que ce soit lui le numéro 1, hein, qu'il n'y ait pas d'autres stars. C'est pas juste Baker et Odell est numéro 1 et Baker est là pour le servir, quoi. Donc au final, c'est très bien. Et puis ça a permis à Jarvis Landry et à Donovan Peoples-Jones de briller. Donc ils ont été au rendez-vous et ça a vraiment permis de voir le potentiel de l'équipe, vraiment au sens collectif du terme et pas juste au sens la grosse star qu'il faut servir, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec vous deux, messieurs, et j'ai hâte de voir les Browns, quel move ils vont faire durant la off-season, justement. On va passer maintenant à un autre award. Cette fois-ci, la meilleure progression, selon vous, cette année, celle qui vous a vraiment marqué. Je laisse la parole à Lucas pour ça. Moi, je vais souligner une progression collective, les Dolphins de Miami, qui étaient en totale reconstruction l'année dernière et qui là finissent à 10-6 et à un match près se retrouver en playoff. Donc ouais, moi j'étais vraiment surpris. Je m'attendais un peu avec toutes les venues à l'intersaison des vétérans comme le safety là, comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Mais Moi non plus, je peux pas t'aider. Xavier Howard, je crois. Xavier Howard. Xavier Howard qui mène la ligue en interception. On a Kyler Murray au poste de linebacker. Il y a eu beaucoup de choix de draft aussi. Je crois qu'il y a eu 3 choix au premier tour. Donc forcément, ils se sont bien armés. Et à un match près, ouais, ils se retrouvaient en playoff. Là, le seul point noir, peut-être, c'est Tua Tagovailoa qui n'a pas montré le visage qu'on attendait de lui et qui a très peu de titularisation aussi en NFL. Donc, il ne faut pas non plus précipiter les choses. Mais quand on voit les rumeurs quand on voit les rumeurs comme quoi les Dolphins se positionneraient sur un vétéran à cette intersaison-là, c'est inquiétant pour Tua Tagovailoa. Et ouais, mais par contre, franchement, faire ce bond-là de passer d'une équipe totalement en construction avec on voyait pas l'avenir, on voyait pas le bout du tunnel tout de suite, et les voir là à 10-6 à un match près des playoffs, moi ça m'a vraiment surpris et c'est peut-être la meilleure progression que j'ai pu souligner en NFL cette année. Ok Lucas, et je voulais juste rajouter, je pense qu'en plus Tua Tagovailoa devait amener en fait une solution d'avenir. Je pense que là il est plutôt en train de poser beaucoup de questions aux dirigeants de Miami pour cette off-season justement. De ton côté Damien, quelle était la progression que tu voulais souligner? J'ai beaucoup parlé tout à l'heure de Baker Mayfield et je reste sur lui. Hein. Je trouve que c'est une progression vraiment énorme. Il a, pour les statistiques que j'ai données, c'est 22 touchdowns et 21 interceptions en saison passée, et vraiment passé à 8 interceptions, 26 touchdowns. Et vraiment, on a senti qu'il
qu'il avait réussi à passer ce cap un petit peu psychologique où il est pas juste un espoir, mais où il est vraiment le quarterback de la franchise et les Browns peuvent compter sur lui. Et cette année, c'est fait, quoi. Et ça fait vraiment plaisir à voir pour lui, pour cette équipe de Cleveland. D'autant plus qu'au final, il y a eu beaucoup d'absences. Donc l'absence de Odell et puis plus tard en play-off, l'absence de Kevin Stefanski quand il était contaminé par le coronavirus, mais j'ai l'impression que tout ça, comme vous en avez parlé, et puis pour Stefanski, tout ça lui a permis d'assumer ce rôle de leader, d'être en quelque sorte obligé de l'assumer. Et donc c'est dans ces moments-là où en fait il peut pas reculer, donc il peut juste, où il avance, où ça se casse, et il a avancé, donc c'est vraiment très bien pour lui et très bien pour les Browns. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Et pour moi, les Browns ont vraiment été une équipe qui a énormément progressé cette année. Et la touche Stefanski a été vraiment décisive pour eux pour retourner en playoff. Messieurs, on a parlé progression, on a parlé surprise. Moi, je vais vous parler de futur. Et je voudrais savoir quelle est votre plus grosse attente pour la saison prochaine. Qui est-ce que vous voulez voir sur le terrain et qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine saison? Moi, je vais dire les 49ers de San Francisco qui ont vécu une année un peu calvaire avec énormément de blessures, énormément de joueurs absents pour Covid. Mais mine de rien, les joueurs, ils sont là, ils vont venir. Nick Bosa, on avait aussi sur la ligne offensive Trent Williams qui était pas mal absent. Beaucoup d'absents sur la ligne offensive, beaucoup d'absents au poste de receveur. Au poste de coureur aussi, il y a eu énormément de joueurs qui rataient énormément de matchs. Donc forcément, avec tout ça, c'est compliqué de remporter des matchs. Ils en ont remporté 6, mais avec tous les retours qu'il y aura, avec ce choix numéro 12 en premier tour de la draft, moi, ouais, franchement, il me hype fort et cette NFC West va encore devenir encore plus une jungle avec n'importe qui pourrait s'emparer de la tête de la division. Et ouais, en plus de ça, il y a un vrai chantier au poste de quarterback. Moi, je suis de très près durant cette intersaison parce que je pense pas qu'ils vont rester avec Garoppolo déjà qui n'était pas forcément flashy l'année du Super Bowl et qu'en plus de ça, avec pas mal de blessures, donc ils vont forcément se séparer en gros contrat. Donc ça va être aussi peut-être un peu compliqué. Mais on les voit très actifs aussi sur les postes de quarterback pour les vétérans qui sont là. Il y a Matthew Stafford qui a annoncé qu'il voulait partir. Il y a Deshaun Watson, pourquoi pas. Ça semble compliqué, mais on ne sait-on jamais. Il y a Sam Darnold qui aussi, lui, risque de partir. Donc oui, ça va être intéressant de les voir s'activer sur le marché des transferts. Et avec tout ce retour, c'est un groupe qui est allé jusqu'au Super Bowl. Hein. Donc c'est un groupe qui a du talent, qui a du potentiel. Et ça va être intéressant de voir l'année prochaine. Ouais, je te rejoins, Lucas. On a un petit peu tendance à oublier qu'ils étaient au Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont solutionner cette question du quarterback. De ton côté, Damien, quelle est ta plus grosse attente pour la saison prochaine? Je ne sais pas si ma voix va pouvoir témoigner d'à quel point j'ai hâte de cette nouvelle chose qui va arriver pour la saison prochaine. C'est l'arrivée d'Urban Meyer chez les Jaguars de Jacksonville. Je vais suivre ça de vraiment très 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 près. Quand j'ai commencé à regarder le college football, donc il était entraîneur à Ohio State et vraiment c'est un coach que j'aime beaucoup sa philosophie offensive, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait, que ce soit chez les Gators ou que ce soit en Utah. En plus, là, il arrive dans une situation qui est absolument idéale avec le premier choix de la draft NFL 2021, avec aussi une équipe qui va lui laisser les clés complètement parce qu'il doit tout refaire. Il doit apporter une nouvelle culture, il doit vraiment les remettre sur le devant de la scène. Et je pense que ils ont vraiment bien choisi. Il y a vraiment, s'il y avait un coach de football universitaire qui était disponible et prêt à sauter à faire le pas, c'était bien lui. Voilà, il a eu le temps, ça fait quelques années qu'il n'entraîne plus, il a eu le temps de s'y préparer, d'y penser. Je pense pas que c'était un coup de tête, hein, loin de là. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils en discutent avec le propriétaire des Jaguars et en plus il arrive dans une situation qui est parfaite et je ne crois pas qu'il aurait accepté ce poste-là, en tout cas je ne sais pas chez les Jaguars s'il n'avait pas eu ce premier choix de la draft.
parce qu'il va lui apporter du talent énorme. On en a déjà parlé dans le podcast précédent, et puis on aura l'occasion d'en reparler, et puis je vous écrirai là-dessus avec grand plaisir, certainement. Ça va être vraiment très intéressant à suivre. Oui, en plus, il ne faut pas oublier qu'au-delà du premier choix, ils ont aussi pas mal de choix sur. Ils ont un autre premier choix d'ailleurs, et ils ont d'autres choix sur les tours 2, 3, 4, 5, liés à des transferts, à des trades, pardon, notamment celui de Jalen Ramsey. Donc, il y a des choses à faire, je pense, du côté des Jaguars pour l'année prochaine. Parfait, messieurs. On va enchaîner maintenant avec une question que je voulais vous poser aussi. Alors, c'est un peu lié à vos attentes, mais c'est un peu plus large que ça. Quel est votre plus gros souhait actuellement pour la saison prochaine ou pour la NFL? Quel est le plus gros souhait que vous avez? Je commence par toi, Damien. Oui, alors mon plus gros souhait, j'ai beaucoup hésité avec ce que j'attendais le plus justement en l'année 2021, donc je suis très content que tu m'aies posé cette question. C'est de voir Brandon Staley exploiter le potentiel défensif énorme des Chargers, qui je trouve, parce que bon, on pourrait passer toute la journée à parler de leur potentiel offensif avec Justin Herbert qui est extraordinaire, avec Keenan Allen avec Mike Williams, avec Jalen Guyton, enfin bref, toute cette attaque, Hunter Henry, toute cette attaque vraiment de feu, mais il ne faut pas oublier que dans cette équipe des Chargers, il y a des joueurs en défense et des joueurs vraiment qui sont capables de faire la différence et qui n'ont pas réussi à faire ça cette année et qui n'ont pas vraiment réussi à faire ça comme il le fallait, et j'ai vraiment beaucoup d'espoir en Brandon Staley pour permettre à des joueurs comme Derwin James et surtout Joey Bosa de vraiment exploser, de devenir un petit peu la défense qu'ils peuvent être et qu'ils doivent être avec ces joueurs-là, avec le rookie Kenneth Murray qui a montré de très belles choses cette année et qui, je pense, va être encore une fois au centre des attentes et des utilisations de Brandon Staley. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très hâte de voir ce que cette défense des Chargers peut donner avec lui. Bien, écoute, on a hâte aussi. On verra comment ils vont se construire d'ici là, mais ça, je pense que ça promet tout ça autour de Justin Herbert. Ça va être vraiment très intéressant. De ton côté, Lucas? Moi, j'ai deux souhaits différents. Donc, mon premier, ça serait que les Colts trouvent une solution au poste de quarterback. Parce que les Colts, quand Andrew Luck prend sa retraite, ils ont de grandes chances d'aller loin en playoff. Malheureusement, il prend sa retraite, donc après, c'est une saison un peu galère. Il joue avec Jacoby Brissett à l'intersaison 2019. Il se tourne vers Philip Rivers qui fait une saison correcte, une saison honnête, on va dire. Et là, le joueur prend sa retraite. Donc, il se retrouve un peu avec un poste vacant. Moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour boucher ce trou-là qui a fait que ouais, c'est la plus grosse interrogation. Mais cet effectif, il est très bon. Cette ligne offensive est exceptionnelle avec Quentin Nelson qui fait un job fou. Avec ce jeu de course qui s'est mis en place sur la fin de saison. Ils ont par comité, mais aussi avec Taylor qui peut prendre le ballon à lui tout seul et très bien le faire. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution correcte pour donner toute la chance toutes les chances à Indianapolis parce que ils ont un effectif vraiment intéressant et qui peut aller très loin en playoff. Et selon toi, Pardon, excuse-moi. J'allais dire, vas-y. Selon toi, dans les cibles justement probables, on va dire, ou qui sont plausibles, tu verrais qui pour prendre ce poste? C'est compliqué parce que je pense pas qu'il se tournerait vers un rookie. Il y a Matthew Stafford. Matthew Stafford, je pense que c'est la meilleure solution. C'est un quarterback qui a énormément d'expérience, donc il y en a besoin aussi dans cet effectif. Après, c'est un quarterback qui a pas mal de blessures. Hein. Il est plus aussi jeune que les années précédentes. Il a pas mal de bobos par-ci par-là. Il y a une blessure au dos qui revient assez souvent ces dernières années. J'aimerais le voir évoluer aussi dans cet effectif, pourquoi pas. S'ils arrivent à le signer, à trouver un accord avec les Lions, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Damien, je pense que tu voulais réagir justement. Oui, je crois vraiment en Stafford. Je pense que les Colts ne doivent pas perdre de temps parce que là, ils ont une équipe qui est très bien en place, qui a tout pour réussir et qui a réussi parce qu'il y a une qualification en playoff.
une défaite qui n'est pas non plus un blowout en wildcard, loin de là même. Hein. Et non, il faut aller vite là. Il faut prendre quelqu'un qui soit en mesure d'assumer ce rôle-là. Et je crois vraiment à Stafford. Ouais. Ok, bah on verra ce que ça donnera. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose sur tes souhaits? Ouais, moi, mes souhaits, ça serait que Jared Goff retrouve le niveau qu'on avait trouvé en 2018, hein, quand ils vont au Super Bowl. Voilà. Jared Goff en 2018, c'est 32 touchdowns, 12 interceptions, 4600 yards, avec un taux de complétion à un peu plus de 65%. Il était sur un nuage, hein, bien aidé par un Todd Gurley, mais c'était sa meilleure saison en fait, depuis qu'il est en NFL. Et si il arrive à retrouver ce niveau-là, les Rams seront très dangereux, hein, parce qu'il y a cette énorme défense, il y a cette ligne offensive qui est jeune, qui commence à avoir un peu d'expérience, qui petit à petit devient de plus en plus intéressante et qui, je pense qu'il y aura encore du surneuf ajouté à la draft, pourquoi pas. Un jeu de course qui s'est confirmé avec Cam Akers, avec Darrell Henderson aussi, pourquoi pas procéder par comité, comme on l'a vu pas mal de fois en NFL. En poste de receveur, ils ont de très très bons joueurs. Hein. Ils ont Cooper Kupp, Robert Woods, c'est vraiment intéressant. Ils ont un tight end, Taylor Higbee, qui par éclat peut faire de très bonnes choses. Donc en fait, cette équipe des Rams, elle est remplie de partout. Elle a un très bon coaching staff, elle a tout pour elle. Mais ce poste de quarterback l'a fait plafonner un peu. Donc si ne serait-ce qu'il arrive à retrouver un niveau correct comme en 2018, cette équipe des Rams, ça peut faire très peur et elle peut aller très loin, hein, parce que moi, je vois bien que en plus, McVay commence un peu à s'agacer du niveau de Jared Goff. Il y a pas mal de rumeurs. On ne sait pas si Jared Goff sera là l'année prochaine. C'est un quarterback que j'aime bien, il est combattant, il est combatif, il lâche jamais, mais ouais, franchement, il est décevant sur les dernières saisons. J'aimerais qu'il retrouve son niveau pour permettre aux Rams d'être un peu plus complet, un peu plus sérieux en off-season, en playoff, pardon. Oula. Ouais, et puis on espère qu'il ne souffre pas du même syndrome que Carson Wentz, qui lui aussi a plutôt été diminué ces dernières saisons. Damien, tu voulais compléter? Oui, j'ai l'impression, tu l'as bien dit. Moi, je crois vraiment au syndrome Carson Wentz. Mais bon, je voulais pas repartir sur ça. J'aimerais juste connaître ton souhait à toi, Michael, pour cette prochaine saison. Eh bien, écoute, j'en avais deux. Le premier, c'était, on en a parlé, c'est que Matthew Stafford trouve une équipe enfin pour lui. Je trouve que c'est un très bon quarterback qui est vraiment capable de faire de très bonnes choses. Et j'estime que l'équipe qu'il a eue aux Lions ne l'a vraiment pas avantagé ces dernières années. Et je suis assez d'accord. Le voir aux Colts, ça peut être vraiment une bonne option pour lui. Il y a une très bonne équipe à prendre en main et je serais vraiment intéressé de le voir là-bas. Et l'autre chose, c'est un souhait un peu plus du cœur, c'est que j'aimerais vraiment retrouver l'équipe des Raiders telle on a pu la connaître dans le passé. Je suis un petit peu déçu de cette équipe qui a quand même toujours été très compétitive et qui depuis des années a vraiment du mal à se trouver. Ils ont quand même plusieurs problèmes. Le premier, c'est avec Derek Carr, savoir est-ce que c'est vraiment lui le quarterback qu'il leur faut. Et ensuite, réussir à construire une équipe. Ils ont été chercher des bons joueurs, Josh Jacobs, mais ça a du mal à prendre. Donc j'aimerais vraiment retrouver les Raiders comme on a pu les connaître. Voilà Damien, je te laisse la parole. Oui, bah tu vois, je crois en Derek Carr. Je pense qu'il peut assumer ce rôle pour les Riders. Et il va falloir, je crois pour eux, s'améliorer en défense. Hein. C'est ce qui leur a fait vraiment, ce qui leur a vraiment causé du tort cette saison, hein, plus qu'autre chose. Hein. Et en attaque, en plus, comme tu l'as dit, avec Joe Jacobs, même Henry Ruggs, là, le rookie, qui a vraiment été très très bon encore, hein. Notamment dans les jeux en profondeur. Non, j'espère vraiment pour eux aussi qu'ils vont réussir à régler ce problème. Et il va falloir vraiment se poser la question de comment on fait pour améliorer notre défense, comment on fait pour mettre Derek Carr pas dans une situation trop difficile devant. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi et on a quand même une bonne surprise aussi du côté des Raiders. Ça a été Darren Waller qui a été très très bon. Lucas, tu voulais rajouter? Ouais, moi j'ai suivi de loin cette saison des Riders, mais le plus gros problème que j'ai pu relever, c'est l'inconstance de cette ligne offensive, hein, qui a plein de talent,
mais par moments, il y a des trous d'air et ça leur coûte certains matchs. Derek Carr, c'est un très bon quarterback, j'en reviendrai après dans un de mes awards. C'est un très bon quarterback, mais il faut quand même qu'il soit bien protégé. Et on l'a vu que quand cette ligne offensive le fait, et Derek Carr, pour moi, c'est la solution. Il ne faut pas changer Derek Carr, il faut le garder. J'ai peur qu'on se sépare de lui parce que le coach n'a pas l'air d'apprécier. C'est un peu une situation délicate de je t'aime, moi non plus, on ne sait pas trop. Faudrait voir, mais moi, ouais, le plus gros problème, comme vous avez dit, c'est cette ligne offensive et surtout cette défense qui n'arrête personne, malheureusement. Et ce départ de Khalil Mack, il fait très très mal depuis qu'il n'est plus là. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'Amari Cooper est parti du côté des receveurs. Messieurs, on va enchaîner du coup sur un autre award, et celui-ci pas des moindres, le match de l'année pour vous. Quel a été le match qui vous a le plus fait vibrer, le plus impressionné? Je commence par toi, Lucas, raconte-nous. Alors cette année, on a eu d'excellents matchs, on a eu beaucoup de matchs, j'ai eu du mal à en sélectionner qu'un seul. Il y a eu le Atlanta-Denver, ou Atlanta-Dallas, pardon, où Dallas recouvre un inside kick et va gagner ce match-là sur un field goal de Greg Zuerlein. C'était fou de voir encore Atlanta sombrer comme ça avec une avance un peu moins de 30 points. Ouais, c'était un excellent match. En plus, il y avait du public et ça faisait plaisir à voir. Ça faisait plaisir de voir dans cette situation délicate, de voir le Dallas gagner chez eux. Ouais, c'était un super match, un spectacle offensif merveilleux. Défensivement, on oublie un peu, c'était pas vraiment ça, mais offensivement, c'était du super football et j'ai adoré voir ce match-là. Ensuite, il y avait aussi le Buffalo Arizona avec ce Hail Mary de Kyler Murray pour DeAndre Hopkins. Ouais, une pub magnifique pour la marque Jordan en plus. C'est ça, ouais. Mais c'était un match vraiment plaisant à regarder avec cette équipe des Cardinals qui avait commencé fort, qui s'était fait revenir tard dans le match. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Buffalo marque en moins de 2 minutes. Il retrouve la balle, il marque en moins de 2 minutes. Mais après, la magie a touché la main de Kyler Murray, pardon. Et ouais, ils ont pu gagner ce match-là, les Cardinals. Un vrai beau match. Un vrai beau match. Et je pense que je le regarderai bien en replay sans souci. Et mon troisième et dernier, c'était Houston contre Tennessee. Tennessee qui, c'était semaine 5. Tennessee était encore invaincu jusque-là, ou avec une seule défaite, je ne me souviens plus exactement. Mais arrive dans ce match ultra favori face aux rivaux de Houston. Et Deshaun Watson qui sert un match absolument fou avec la marque qui se départage à chaque fois. Avec tous ces receveurs, tout le monde a pu prendre part à cette fête-là. Ce festival offensif complètement fou. Et au final, Derrick Henry qui prend le match à lui tout seul, qui en prolongation fait une course d'une 50aine de yards pour enterrer tous les espoirs de Houston. Et c'était un match très plaisant à regarder et avec beaucoup de tension et comme je l'ai dit, le changement d'avantage qui se faisait très régulièrement et c'était un beau match. Ouais, c'est vrai. Et puis Derrick Henry qui avait été énorme sur cette rencontre. De ton côté, Damien, qu'est-ce qui t'a marqué comme match cette année? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier que j'ai retenu, c'est la victoire des Chargers contre les Raiders en prolongation, cette espèce de match fou, surtout quand on le remet dans son contexte, où 2 matchs avant, donc juste avant, les Chargers arrivent à battre les Falcons de justesse, vraiment de justesse dans un match très serré, mais surtout, un match avant celui-là, les Chargers venaient de prendre 45-0 par les Patriots, voilà, donc c'était terrible, rien n'allait à Los Angeles à ce moment-là, on avait très peur. Justin Herbert n'était pas autant vu que ce qu'il avait été avant. Ouf, c'était stressant. Mais ils ont réussi vraiment, et je pense que c'est un match qui est déterminant pour Justin Herbert, qui va être déterminant dans le futur.
il a vraiment réussi avec ses coéquipiers, et en particulier vraiment dans ce match, à faire revenir les Chargers au sommet, à les maintenir, à aller gagner ce match, tout simplement, qui était loin d'être gagné. Il mène, il se fait reprendre au score, et puis au final, il va la chercher, cette victoire, avec une espèce de bombe énorme qui fait la moitié du terrain pour Jalen Guyton. Et puis après, vraiment, dans les tranchées, il y va, il se bat pour être dans cette zone, et il va chercher cette victoire. En plus, il affronte l'ancien de son université, les Ducks de l'Oregon, Marcus Mariota, qui sont en fait, au final, c'était 2 joueurs, les 2 derniers vraiment quarterbacks qui avaient marqué l'université, donc c'était vraiment magnifique, et je retiens vraiment ce match, il était vraiment exceptionnel. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Lucas, tu voulais réagir sur ce choix? Ouais, je voulais réagir. Denis en a parlé un peu à la fin. C'est surtout cette belle image. En fait, c'était 2 quarterbacks de l'université d'Oregon, donc les Ducks, qui s'affrontaient. C'était Marcus Mariota, c'est peut-être le meilleur quarterback qui est passé par Oregon. Justin Herbert, peut-être le deuxième. En tout cas, au niveau des stats, c'est un peu comme ça qu'on les différencie. Ouais, c'était vraiment une belle image sur la fin. Cet échange, c'était un vrai ping-pong entre les deux. Et moi qui ai un faible pour l'Université d'Oregon, c'était un très beau match à voir, et j'étais très, très content de voir ces 2 quarterbacks s'affronter à distance forcément, mais moi j'ai aimé les voir. Oui, c'est vrai. Je rajouterai moi un petit commentaire quand même sur ces matchs. Il y a eu vraiment énormément de beaux matchs cette année, mais moi il y en a un qui m'a marqué plus que les autres. Ça a été vraiment le Browns-Steelers des playoffs, qui a été juste incroyable. J'étais devant ma télé, je vois la première action des Steelers où ils font n'importe quoi. Derrière, ils encaissent. Ensuite, les interceptions de Big Ben. Et les Browns qui menaient 28-0 dans ce match, c'était juste fou. C'est probablement l'un des pires premiers cartons de l'histoire des Steelers. Et c'était hallucinant. Alors que dans la semaine, Juju Smith-Schuster avait un petit peu taquiné les Browns en disant que ce n'était que les Browns finalement, donc que ça se terminerait comme d'habitude. Et ça faisait plaisir de les revoir en playoff et de les voir éliminer les Steelers de cette manière-là. Je trouvais que c'était une belle image après tout ce qu'ils avaient vécu durant la saison. Messieurs, on continue. On va passer à un award qui, je pense, va aussi faire sourire. La meilleure bromance de l'année. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel a été le duo qui vous a marqué cette année dans la ligue? Lucas? Moi j'en ai 2. Donc j'ai Allen et Diggs. Avec Allen, on lui a ramené un joujou absolument fantastique pour s'amuser du côté de l'AFC toute la saison. Stephen Diggs qui a eu enfin le quarterback de renom qu'il voulait. Et le match était parfait, le mariage était parfait. Et on l'a vu pas mal de fois en conférence de presse. Les deux s'adorent, les deux s'aiment bien, et les deux vont travailler pour aller de l'avant dans les années à venir. Et ouais, moi j'ai souligné ça. Et il y avait aussi Justin Herbert. Et bon, là, c'est plus qu'un joueur, c'est toute l'attaque. Justin Herbert qui est vraiment, de son jeune âge, est arrivé comme un vrai leader, comme un vrai sauveur de cette équipe des Chargers. Et toute sa ligne offensive, des très belles images qu'on voyait les dimanches. Et ouais, c'était vraiment je pense que Justin Herbert a été très bien intégré et a apprécié tous. Et franchement, pour moi, c'est le quarterback parfait sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est quelqu'un que j'adore. Et de le voir là, c'est exceller en NFL, être d'avoir beaucoup de respect de ses coéquipiers. Moi j'adore. Je suis complètement fan. Et ouais, c'est ça. On sent que tu vas acheter le maillot, Lucas. Bientôt, ouais, pourquoi pas. Damien, toi, ta bromance de l'année? Moi, je l'ai, le maillot de Justin Herbert déjà, donc je crois qu'on parlera jamais assez de Justin Herbert. On pourrait passer 1 heure à en parler si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, non, mais il est monté en puissance, il a vraiment réussi, et tout le monde le dit dans le vestiaire, il a vraiment réussi à se libérer, à être un leader, parce qu'on a beaucoup critiqué, et à tort, sur ses qualités de leader, alors que notamment tous ses anciens coachs disaient non, c'est pas vrai, c'est peut-être pas celui qui va crier le plus, mais c'est quelqu'un qui tisse des liens avec ses coéquipiers. Au final, c'est ce qui leur permet d'exceller à tous. Et donc j'ai choisi pour la bromance Justin Herbert et Dan Finney, le centre Quelle surprise.
Ah oui, c'est très surprenant, oui. On s'y attendait pas. Et oui, quand notamment on les voyait souvent, Finney qui soulevait Herbert après les touchdowns, et même Herbert qui a essayé de soulever avec plus ou moins de réussite le centre très, très massif des Chargers d'Anne Finney. Alors j'espère, j'aurais peut-être dû le mettre dans mon souhait pour la saison prochaine. J'espère que Justin Herbert va enfin réussir à soulever Dan Finney après un touchdown. J'y crois, je pense qu'il s'entraîne dur. Je pense Aller à que la salle. ouais, il va à la salle, il se prépare. Je pense qu'en fait, tu vois, au lieu d'aller sur la barre et de soulever de la fonte, il prend date finie et puis il soulève un petit peu comme ça, il s'entraîne et puis il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà, non, c'est ma bromance et puis ça le restera, je pense. Eh ben, écoutez, merci à vous, messieurs. Moi, la mienne, je vous la partage parce que je pense que c'est la vraie bromance de cette saison. C'est Tom Brady et Bruce Arians. Même si ça a mal démarré, comme dans plein de couples, hein, des petits hauts, des petits bas. Mais au final, les deux sont en finale et ils sont partis peut-être pour remporter le Super Bowl. Et je trouve ça quand même assez hallucinant, en fait, cette alchimie qu'ils ont créée en aussi peu de temps. Ça a été assez fou et je pense que c'est des personnalités en plus très différentes, mais ils ont su s'adapter l'un à l'autre. Et comme le disait Arians il n'y a pas longtemps, il laisse coacher de temps en temps Brady durant le match. Lui, il s'assoit, il regarde. Et je trouve qu'il a vraiment trouvé la bonne méthode avec Brady et j'ai l'impression que c'est ce qui fait que cette équipe est là, au-delà du talent des joueurs, au-delà de tous ces noms qui sont juste incroyables. Je pense que c'est ce lien qu'ils ont réussi à créer tous les deux en aussi peu de temps. Messieurs, on va continuer sur un award justement un peu plus léger. Le joueur qui vous a fait rire cette année, ou en tout cas qui vous avez trouvé justement un peu plus en décalé par rapport au sérieux des fois de la NFL. Je te laisse la parole, Damien. Oui, alors moi, c'est un moment d'un joueur en particulier. C'est quand George Kittle, le tight end des 49ers, s'est mis à chanter Skater Boy de Avril Lavigne. Alors, c'était extraordinaire avec sa belle voix. Vraiment à la fois aigu, puis à la fois vraiment de rocker. On sentait qu'il savait ce qu'il faisait avec du air guitare de temps en temps, et puis un beau headbang. On sentait qu'il maîtrisait son sujet dans le rock. Et puis, c'était beau. Avril Lavigne lui a fait un petit clip pour le féliciter, le soutenir, et j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a beaucoup fait rire et j'ai beaucoup apprécié. Oui, alors pour le coup, je crois que Kelsey, c'est un joueur qui sera souvent cité sur cet award parce qu'il il a l'air vraiment d'être le premier pour ce genre de blague. Lucas, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as choisi? C'est pareil, c'est Kittle, moi, pour une raison un peu différente. C'est vraiment sa façon d'être sur le terrain. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à sa voix, toujours le sourire aux lèvres, toujours. Ouais, moi, j'adore. Il y avait des images qu'on voyait quand il faisait des lead blocks. Il se marrait. Moi, j'aime beaucoup voir un joueur comme ça qui aime ce qu'il fait, qui le montre et qui partage à tout le monde. C'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup voir. De part aussi par ses prestations sportives, évidemment, mais voilà, son état d'esprit, sa façon d'être sur le terrain, sur le bord du terrain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ouais, c'est peut-être le joueur le plus drôle, le joueur le plus indécalé de cette saison, de cette ligue. Ouais. Évidemment, j'ai fait un petit lapsus, hein, c'était pas Kelsey, c'était Kittle. Eh ben, écoutez, messieurs, moi de mon côté, il y a un joueur, alors c'est plutôt une anecdote en fait qui a été racontée sur ce joueur qui m'a fait sourire. Quand Philip Rivers a annoncé sa retraite, il y a JJ Watt qui a pris la parole et qui a laissé une petite anecdote qui, je trouve, est très révélatrice du talent et de l'intelligence de jeu de Philip Rivers. Il expliquait que lors d'un match, une confrontation, les deux équipes se sont mis en place pour jouer un jeu. Et Philip Rivers a fait un commentaire au linebacker des Texans pour lui dire qu'il était mal placé sur le jeu qui allait se jouer et par rapport à l'appel de jeu qui avait été fait par le coordinateur défensif des Texans. Et je trouve ça juste excellent parce que Rivers est un super trash talker et toujours avec de l'humour en plus. Et le voir faire ça, je me dis, c'est juste hallucinant l'intelligence de jeu et sa capacité à lire les défenses adverses. Donc ça m'a fait sourire. Damien, tu voulais réagir? Oui, c'est une super anecdote et je veux juste dire, ouais, il va nous manquer, Philippe Rivers. Il me manque déjà et puis et on l'oubliera pas. Voilà.
Oui, on le retrouvera à la télé du coup, puisqu'il a été contacté pour devenir justement chroniqueur sur la Fox, je crois. Donc, oui, je pense que ça pourra faire plaisir de le voir, en tout cas, délivrer ses commentaires toujours très aiguisés. Messieurs, on a fait le tour, on a balayé tous ces awards non conventionnels. Et je vous remercie à tous les deux, ça a été un très bon échange, très riche. Et je remercie aussi nos éditeurs qui nous ont écoutés. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain numéro du podcast The Free Agent. Merci à tous.